Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale sur Top Congo FM. Depuis le 5 juin dernier, la République démocratique du Congo a officiellement lancé son nouveau passeport biométrique produit par un nouvel opérateur, l'opérateur allemand Dermalog. Un document, je cite la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, plus sécurisé et conforme aux normes internationales, doté d'un micropuce RFID. Cette initiative, a-t-elle souligné, vise à renforcer la sécurité des documents de voyage et à simplifier le processus d'acquisition du passeport en RDC. Le nouveau document répondant aux exigences de l'Organisation de l'Aviation Civile, OACI, et intégrant des technologies avancées pour lutter contre la fraude. C'était des propos de Thérèse Kaikwanga Wagner, tenus en mai dernier. Nous sommes très heureux justement d'avoir sur notre plateau la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, à qui je dis bonjour. Bonjour à vous. Madame la ministre, alors qu'on annonçait une procédure simplifiée, $75 seulement, j'ai envie de dire, à payer, toutes les opérations dématérialisées ou presque. Et sur le terrain, les équipes de votre ministère font face à de nombreux défis. Les requérants rencontrent quelques difficultés et beaucoup de Congolais, notamment ceux de la diaspora, se posent la question de savoir à quand notre tour. Tout à fait. C'est tout cela qui fera l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. De nombreux auditeurs d'ici et de la diaspora n'ont pas arrêté de nous poser des questions. Certains n'ont pas arrêté de se plaindre sur comment les choses se passent. Tout d'abord, vous, en tant que numéro 1 du ministère des Affaires étrangères, comment, presque 2 mois après, évaluez-vous cette opération? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Merci beaucoup aussi pour justement cette plateforme pour avoir un échange franc sur le déroulement du lancement du nouveau passeport. Comme vous l'avez dit, presque 2 mois. Et en effet, je pense que, comme vous l'avez souligné, il y a des innovations qui sont très importantes, qui ont un grand potentiel pour notre pays, qui s'inscrivent aussi dans la continuité et l'exécution du programme d'action du gouvernement, à savoir la réforme numérique en République démocratique du Congo. Et donc, évidemment, c'est une nouvelle procédure qui est lancée, une procédure qui vise justement à dématérialiser tout le processus, à le rendre plus facile, plus accessible et aussi plus transparent. Il est tout à fait normal qu'en moment de transition d'un système vers un autre, il y a des obstacles, il y a des défis qui se présentent et nous sommes justement dans une phase, je le dis en toute transparence et je l'assume pleinement, d'apprentissage, dans une phase où nous devons voir ce que nous devons recalibrer. Nous passons de la théorie à la pratique. Et c'est toujours difficile de passer de la théorie à la pratique, mais je pense justement que parce que nous avons une population, y compris dans la diaspora, qui est très engagée, nous avons pu identifier déjà certains obstacles, nous avons pu identifier certains goulots d'étranglement et voir comment travailler là-dessus. Il y a aussi le défi qui se pose par rapport à un nombre de nos concitoyens qui ont un passif ou qui constituent le passif, si vous voulez, et qui avaient déjà amorcé leur procédure avant le lancement du processus. Et ça constitue évidemment tout un autre type de défi auquel nous avons fait face dans cette phase de transition. Je ne sais pas si vous me permettez de me pencher là-dessus aussi. On va y arriver. Je voudrais de manière générale que vous puissiez nous dire si aujourd'hui vous êtes satisfait, si les choses évoluent bien selon vous. Je suis satisfaite. Je suis satisfaite. Satisfaite ne veut pas dire que je me repose. Satisfaite ne veut pas dire que je n'ai pas l'ambition de mieux faire, parce que c'est justement ce qui nous anime. Je suis satisfaite parce que nous avons lancé cette réforme ambitieuse et aussi satisfaite parce que je vois que nos équipes sont aussi en train de travailler d'arrache-pied pour identifier comment l'améliorer et comment rendre ce processus plus accessible et rendre un meilleur service à notre population, que ce soit au Congo, que ce soit à Kinshasa, dans les provinces ou dans la diaspora. Voilà, je rappelle que cette édition spéciale, je vais la co-animer avec Trésor Kiyombojungu qui est avec moi. Bonjour Trésor. Bonjour Thierry Kambundi, bonjour également Madame la Ministre. Bonjour. Alors, on revient à la genèse de ce projet. C'est vrai que il a été signé avant votre avènement à la tête du ministère des Affaires étrangères, mais au nom de la continuité de l'État.
Tout d'abord, pourquoi avoir décidé de changer de cap? Pourquoi avoir décidé de changer d'opérateur? Tout à fait. Bon, je pense qu'il y avait, et je ne veux pas entrer dans ce genre de détails, mais je pense qu'il y avait à un certain moment dans l'équipe qui nous a précédé une évaluation, que ce soit une évaluation de la qualité du titre même, de la procédure elle-même. Je pense que nous avons tous à un moment fait l'expérience justement d'essayer d'avoir un passeport et d'avoir eu à attendre très longtemps, payer plus que ce qui était prévu, mais aussi l'expérience malheureusement d'être muni, si vous voulez, d'un titre de voyage qui ne répondait pas toujours aux standards internationaux et qui parfois compliquait les choses. Et ça, pour le Congolais lambda, tout comme pour les officiels congolais. Et donc, à mon avis, c'est ce qui a certainement animé une réflexion pour dire: est-ce qu'on peut faire mieux? Et c'est justement la raison d'être de tout gouvernement. Nous devons avoir cette ambition de faire mieux pour nos concitoyens. Même si certains peut-être sont maintenant un peu nostalgiques de comment les choses se passaient avant, nous sommes dans une logique d'améliorer les choses. Et donc c'est de là que l'initiative est venue de lancer un appel d'offres internationales. Et suite à cela, si je ne me trompe pas, c'était en 2022, suite à cela, une procédure tout à fait transparente. Suite à cela, le prestataire actuel a été retenu comme celui qui répondait, si vous voulez, aux attentes de la République et donc avec lequel la République a signé un contrat en 2023. Contrat donc dont nous avons hérité et nous nous sommes inscrits évidemment dans la continuité de l'action gouvernementale, mais aussi dans la continuité d'une action gouvernementale qui répond à toutes les attentes et à toutes les exigences. Ça veut dire que conformément à la loi des PPP, nous avons analysé ce contrat que nous avons hérité, nous l'avons soumis aussi à l'approbation de son Excellence Madame la Première ministre et nous avons publié le contrat. Donc il n'y a aucun secret, il n'y a aucune... il n'y a eu aucun favoritisme. Aucun favoritisme. Et justement, nous avons quand même fait l'effort de réanalyser ce contrat-là pour nous assurer justement que cette continuité-là était en bonne et due forme et correspondait aussi à toutes les attentes et à toutes les exigences de la loi des PPP. Quelles sont ces attentes, Madame la ministre, que le prestataire Dermalog a rencontré? Je rappelle que le contrat est de 5 ans, 48 millions de dollars. Quelles sont les garanties que Dermalog apporte à la RDC? Bon, je pense que tout d'abord, les garanties sont le fait que Dermalog est un prestataire qui fournit ce genre de service dans beaucoup d'autres pays. Donc, la RDC n'est pas le premier cas. J'ai eu l'occasion de visiter le siège de Dermalog à Hambourg et d'avoir une visibilité, si vous voulez, de leur champ d'action qui est quand même relativement diversifié, que ce soit au niveau du continent africain, en Asie, en Amérique latine. Et donc, ils viennent avec toute une expertise, si vous voulez, dans ce genre de solutions, non seulement pour les passeports, mais pour les pièces d'identité et toute autre sorte de documents. L'autre aspect, c'est encore une fois l'expérience dans un processus qui est dématérialisé, qui nous permet justement de gérer la question des passeports avec une plus grande transparence, un captage des recettes beaucoup plus direct, mais aussi une protection justement de nos concitoyens qui, eux, ne doivent plus s'exposer, si vous voulez, à des démarches telles que c'était le cas par le passé, qui peuvent payer directement au guichet de la banque, qui peuvent payer avec carte crédit, etc. Donc une procédure en fait qui rend l'accès à ce service de base beaucoup plus direct et qui, nous le voulons et nous travaillons perpétuellement là-dessus, réduit toute interférence humaine. Alors, donc, le nouveau contrat avec Dermalog apporte une garantie de facilité, de rapidité, garantie de sécurité, garantie de conformité aux normes internationales et garantie de coût également. Et aussi, une dernière garantie, une garantie de durabilité et d'appropriation. Parce que c'est un contrat, en fait, il s'agit plutôt de 2 contrats. Donc, on a le contrat pour la production des passeports, tel que c'est le cas maintenant, mais il y a aussi un deuxième contrat de Dermalog qui prévoit l'installation d'une imprimerie en République démocratique du Congo. Et donc, nous nous projetons aussi dans une logique beaucoup plus durable, où nous ne restons pas dans une logique où nous avons un prestataire qui vient avec son équipement, qui vient avec ses équipes. Non, nous nous approprions les connaissances, la technologie et nous dotons la République et ceux qui viendront après nous pour servir la République des infrastructures nécessaires pour une continuité de ce service de manière beaucoup plus autonome au niveau de la République. Donc demain, on peut espérer, en des termes simples, que
la République démocratique du Congo imprime elle-même, produise elle-même son passeport. Tout à fait. Tout à fait. C'est dans quelle perspective? Alors, c'est dans proche, la perspective, moyenne, lointaine? Je dirais dans une perspective moyenne, parce que nous sommes d'abord dans le lancement du premier contrat, qui est donc le prestataire fournit les passeports, l'impression des passeports, le renforcement de nos capacités. Et le deuxième contrat, donc ça veut dire une fois qu'on a aussi eu le temps d'évaluer le partenaire, une fois qu'on a eu le temps de recadrer peut-être certains éléments du contrat actuel, le deuxième contrat entrera en vigueur, si je ne me trompe pas, dans une période de 3 ou 4 ans. Et celui-ci prévoit justement l'installation d'une imprimerie et qui permettra donc à la République démocratique du Congo de se doter elle-même sur place. Tenue par des Congolais. Tenue par des Congolais. Parce que beaucoup de nos compatriotes se posent la question de savoir pourquoi la plupart de nos imprimés de valeur sont produites ailleurs ou par d'autres. Tout à fait. Et c'est pour cela que j'insiste sur la continuité de l'action du gouvernement, justement. Parce que ceux qui sont venus avant nous ont quand même eu cette projection-là, ont quand même eu cette anticipation-là de dire nous voulons rompre ce cycle. Et c'est pour cela que nous n'avons pas seulement un contrat qui prévoit la production de passeports, mais nous en avons un deuxième qui nous permet justement de rompre ce cycle et d'entrer dans une logique beaucoup plus durable, dans une appropriation totale par la République démocratique du Congo d'un aspect aussi critique que la production des passeports. Madame la ministre d'État, on va pénétrer la réalité sur le terrain. Tout Congolais qui vous rencontre aujourd'hui aura envie de vous demander, Maman ministre, comment obtenir le nouveau passeport? Passeport Yassika. Quelle est la procédure? Alors la procédure commence tout d'abord avec le NIF, le numéro d'impôt. Le numéro d'identité fiscale, excusez-moi. Le NIF est en fait un numéro central qui est remis à chaque individu, donc qui est vraiment individuel, qu'on ne peut pas partager à quelqu'un d'autre, qui constitue la première étape. Une fois que ce NIF a été constitué et que l'identité a été confirmée, vous sollicitez maintenant le rendez-vous pour la capture et pour les différents éléments. Donc vous remplissez le formulaire en ligne qui constitue tous les éléments d'identité pour votre passeport. Vous obtenez votre rendez-vous pour aller à l'ANR parce qu'encore une fois, il s'agit de quelque chose d'extrêmement sensible. Nous avons parlé de la sécurité. L'ANR, vous vous présentez à l'ANR pour confirmer l'identité, donc pour l'identification. Une fois que cela est fait, vous obtenez maintenant un rendez-vous pour aller, vous payez évidemment en ligne ou sur place au niveau du guichet de la banque vos 75 $. Excusez-moi, madame, vous allez un peu vite là, parce qu'on est en train d'expliquer ou de réexpliquer la procédure aux auditeurs. C'est le but de cette émission. Vous avez entièrement raison. Voilà. D'abord, avoir un numéro d'impôt. Tout à fait, le NIF. Oui, le NIF, c'est très important. Tout à Ensuite, remplir le formulaire en ligne. Tout à fait. Vous remplissez le formulaire en ligne et ça, c'est une étape très importante parce que vous devez vous assurer que toutes ces données sont bien remplies. C'est pour cela que moi, j'insiste toujours, justement, et sont bien les vôtres. C'est pour cela que je fais quand même un avertissement. Évitez les intermédiaires, évitez les commissionnaires, évitez les soi-disant experts qui l'ont fait 1000 fois. Que quelqu'un ne le fasse pas à votre place. Justement. Et si, par exemple, c'est une personne âgée ou c'est un mineur, évidemment, quelqu'un de confiance de la famille peut le faire. Mais ne donnez pas ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, vous remplissez le formulaire avec l'identité, tous les éléments liés à l'identité. Ensuite, vous payez le passeport, 75 $. 75 $ à vous la le banque. payez à la banque, au guichet de Equity, ou vous payez en ligne, ou vous payez avec Airtel Money ou M-Pesa, hein, la téléphonie mobile. Une fois que vous avez fait cela, vous vous rendez au niveau de l'ANR pour l'identification. Avec votre récépissé ou votre preuve de paiement. Tout à fait. Ouais. Parce que l'ANR doit justement, on ne peut pas tous y aller, il doit y avoir un système de filtrage qui montre que la personne a complété telle et telle étape, elle est prête à être accueillie à la prochaine étape. Et donc l'étape de l'ANR confirme encore une fois votre identité, et une fois que cela est fait, elle donne le feu vert et vous procédez à la capture.
Je pense que vous-même, vous avez parcouru ces différentes étapes. Et donc, la capture, elle est similaire à l'ancienne procédure, sauf que nous y ajoutons la capture de l'iris. Donc, il y a une photo de vous qui va être prise, parce que c'est la photo qui apparaît sur votre passeport, vos empreintes digitales qui sont enregistrées dans la micropuce et finalement, votre iris, qui est quelque chose comme une empreinte digitale aussi, qu'on ne peut pas falsifier et qui est unique au monde. Tout cela est capturé au niveau des centres de capture différents, que ce soit à Kinshasa, en province ou dans les ambassades. Une fois que cette capture a été faite, nous passons donc à l'impression. Vous attendez votre rendez-vous pour récupérer votre passeport au centre dans lequel vous avez fait votre capture. Et vous allez à chaque étape recevoir un message. Tout à fait. Et c'est pour cela, encore une fois, un commissionnaire, peut-être qu'il préfère attendre qu'il ait eu 5-10 messages de différentes personnes avant de vous dire la prochaine étape, vous pouvez y aller. Mais si c'est quelqu'un de confiance, il va vous le dire directement. Si c'est votre téléphone, si c'est sur votre téléphone, vous allez le savoir. C'est pour cela que j'insiste aussi, pour que ce processus fonctionne, nous devons tous jouer notre rôle. Et c'est là où essayer de prendre des raccourcis ne nous aide pas. Madame. Ça ne nous aide pas non plus parce que ça ne nous aide pas à identifier les goulots d'étranglement et à y trouver des solutions. Ces commissionnaires, pour la plupart, viennent de votre ministère. Ce sont des agents du ministère des Affaires étrangères qui, pour certains, veulent perpétrer les anciennes habitudes, justement. Alors, je vais vous dire 2 choses. La première, c'est que je ne pense pas que ce soit des agents des affaires étrangères. J'insiste auprès de tous les agents, depuis mon premier jour à la tête de ce ministère, nous voulons être un ministère professionnel, nous voulons être un ministère au service de la population congolaise. Donc, à mon avis, il ne s'agit pas d'agents des affaires étrangères. Mais, si il s'avérait, oui, évidemment, s'il s'avérait qu'il y a des dérapages, croyez-moi, ils seront sanctionnés. Vous avez mis en place un mécanisme pour vous assurer que ce ne sont pas des agents du ministère. Parce que si je veux avoir un passeport, je ne sais pas si je vais aller au ministère des Finances. Je vais recourir aux agents du ministère des Affaires étrangères. Ce sont des anciennes pratiques. Alors, les personnes qui peuvent vous aider et les personnes qui doivent vous aider et qui sont les plus habilitées à vous aider, parce que c'est tout à fait normal. Encore une fois, c'est une nouvelle procédure, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes doivent s'y habituer. Les personnes qui ont la responsabilité de vous aider sont au niveau du centre de capture. Il n'y a personne aux affaires étrangères qui a cette responsabilité. Il n'y a aucun agent auprès duquel vous pouvez aller ou vous devez aller pour dire « aidez-moi ». Ce sont les centres de capture. Et les chefs de centres de capture doivent aussi veiller justement sur le professionnalisme de tous leurs agents pour que nous nous assurions que cet accès soit facilité, y compris pour ceux et celles qui ont des difficultés. Les agents du ministère des Affaires étrangères travaillent également au centre des captures. Évidemment. Ce sont les mêmes personnes qui nous retrouveront au ministère comme au centre. Oui, mais il faut faire une distinction. Agent des Affaires étrangères ne veut pas dire agent de la chancellerie et ne veut pas dire agent habilité et mandaté à faciliter l'accès à un passeport. Donc, encore une fois, nous avons fait une sélection rigoureuse des personnes qui animent nos centres et eux ont cette responsabilité et ce mandat-là. C'est pour cela que je dis, il ne faut pas aller juste aux affaires étrangères et dire agent XYZ, je le connais de je ne sais quoi, il va m'aider à le faire. Mais puisque certains agents véreux seraient également en train de nous suivre, quel message pouvez-vous leur adresser, puisque vous dites qu'en réalité, ils ne peuvent pas s'adonner à ce genre de pratiques, mais comme Thierry Kamboudi a rappelé, ça a toujours été ainsi avant que le système ne change. Une personne qui a besoin d'un passeport, contacter quelqu'un qui travaille aux affaires étrangères pour lui faciliter la tâche. Nous sommes au service de la population congolaise. Et quand on est au service de la population congolaise, on respecte les règles, on respecte les lois. Et c'est ce que j'attends de tous les agents. C'est ça le message que je peux donner et que j'ai la responsabilité de donner, mais aussi dont je dois aussi assurer la mise en œuvre et le respect absolu. J'ai posé une question tout à l'heure, madame. Est-ce que vous avez mis en place un mécanisme pour vous assurer que ces intermédiaires, ces agents véreux, entre guillemets, qui perçoivent au-delà du montant exigé par le gouvernement, une fois arrêtés, ne sont pas de votre ministère, ou s'ils sont de votre ministère, une fois arrêtés, seront mis hors d'état de nuire?
Alors, tout d'abord, nous en avons... interne. Oui, Est-ce en que vous avez interne. pris des dispositions? En interne, nous travaillons étroitement avec l'administration, ça veut dire avec le secrétaire général, mais aussi mon cabinet, pour justement avoir des spot checks, comme on le dirait en anglais, donc des descentes spontanées sur terrain, mais aussi des échanges avec des requérants que nous rencontrons et des réunions périodiques pour voir où sont les problèmes et où est-ce que nous avons justement des irrégularités. Et cela, on s'en rend aussi compte justement quand on analyse le processus vraiment de manière très détaillée. Quand on regarde par exemple, nous avons un lot, disons aujourd'hui, de 500 passeports qui ont été imprimés. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été envoyé? C'est là, quand on commence à poser ce genre de questions, qu'on peut se rendre compte, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? On va justement entrer dans ces détails-là. Je voudrais que l'on termine ce chapitre. Toute la procédure que vous avez bien expliquée peut prendre combien de jours? Dans un cas idéal, Oui. elle devrait prendre maximum 10 jours. 10 jours. 10 jours. Mais comme je le dis, nous sommes dans une phase d'apprentissage. Nous nous rendons compte qu'il y a parfois des goulots d'étranglement. Je rappelle aussi une chose, et ça, je ne veux pas me dédouaner d'une responsabilité quelconque, mais c'est un processus aussi complexe. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas uniquement entre les mains des affaires étrangères. On a parlé du NIF, qui est le point de départ, mais qui est au niveau de la DGI. On a parlé de l'ANR, et donc on parle en fait de plusieurs intervenants qui ont un rôle à jouer. Et donc notre responsabilité, c'est de prendre le recul nécessaire avec ces intervenants-là et d'essayer d'identifier où est-ce que on a des blocages. Parlons justement de la réalité sur le terrain. Le point des les goulons d'étranglement évoqués par madame, vous avez parlé de l'ANR, c'est effectivement un goulon d'étranglement. Nous avons eu des témoignages des gens. Il a déposé le dossier, on lui demande de donner $10, puis $10 de suivi. Après, le suivi qu'il devait faire 10 jours a fait 20, 30. Est-ce qu'à votre niveau, même si ce n'est pas vous qui gérez directement ces services, que pouvez-vous faire ou qu'avez-vous déjà fait pour que ces goulons d'étranglement cessent d'étrangler? Alors, avant même le lancement du passeport, nous avons toujours travaillé en équipe multidisciplinaire. Donc, ça n'a jamais été un projet uniquement des affaires étrangères où on a dit plus tard, il y a l'ANR aussi, il y a la DGI aussi. Et donc, je pense que nous avons déjà établi un esprit de corps, un esprit d'équipe dans cette équipe constituée des affaires étrangères évidemment, mais aussi du ministère des Finances, de la DGI et du ministère de l'Intérieur et de l'ANR. Et donc, encore une fois, nous sommes dans une phase où nous nous rendons compte qu'il y a ce genre de problème. Évidemment que nous avons des échanges constructifs axés sur l'identification de solutions avec l'ANR pour trouver une solution. Parce que l'ANR a aussi tout intérêt à ce que cette procédure soit la plus fluide possible. Donc, tout ce que je peux dire, sans entrer dans les détails, c'est justement que nous travaillons étroitement avec tous les partenaires pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer certaines choses. Le NIF, on s'est rendu compte au début que c'était tout à fait nouveau. Oui. Beaucoup peinaient vraiment à obtenir leur NIF. Certains avaient le NIF mais ne le recevaient pas. Et donc, c'est comme ça, justement, au fur et à mesure qu'on améliore toute cette procédure et qu'on a une meilleure visibilité sur ce qui ne marche pas et sur ce qui doit s'améliorer. Il y a certaines améliorations qui requièrent évidemment un travail un peu plus en profondeur. Voilà. Lorsqu'un dossier qui a suivi la procédure normale, au lieu de faire 10 jours, vous avez parlé des 10 jours, va quand même au-delà. Le problème se pose à quel niveau? Si la personne est passée par l'ANR, il a son numéro NIF et tout le reste, le problème se pose à quel niveau? Pourquoi 10 jours après, je n'ai toujours pas mon passeport? Alors, normalement, après l'ANR, la prochaine étape, c'est la capture. Et normalement, nous avons un délai relativement bref de 48 à 78 heures pour l'impression des passeports. Donc, il se peut qu'il y ait peut-être un afflux particulier, qui veut dire que nous accusons peut-être un retard dans l'impression des passeports ou dans la convocation des personnes au rendez-vous. Il y a aussi parfois les cas où les personnes ne se présentent pas nécessairement à leur rendez-vous. Et donc, ce sont justement toutes ces possibilités, si vous voulez, d'obstacles dont on se rend compte quand on passe de la théorie à la pratique. La théorie, c'est un schéma assez direct, mais la pratique, il y a tout cet élément humain qui rend le tout beaucoup plus complexe. Justement, parlant de la pratique, en des termes simples, comment vous vous êtes assuré avec votre collègue de l'intérieur que le requérant qui arrive à l'étape de l'ANR n'ait pas des frais à payer? Parce que la pratique évoquée par Trésor Kiyombo est dénoncée par beaucoup de requérants
soit pour que le dossier aille plus vite, soit pour, voilà, l'insampunda, comme on dit ici au Congo, je passe par l'ANR, il faut laisser quelque chose, ainsi de suite. Comment, jusqu'ici, près de 2 mois après le lancement de cette opération, vous êtes-vous assuré qu'au niveau de l'ANR, la procédure aille plus vite que d'habitude? Alors, ce dont on se rend compte maintenant justement dans certaines étapes, ce sont ces retards et ces interférences humaines. Et un des points sur lesquels nous voulons nous concentrer dans notre travail avec nos partenaires, y compris l'ANR, c'est comment fluidifier aussi à leur niveau la procédure. Donc, est-ce qu'il y a des solutions qu'on doit aussi appliquer au niveau de l'ANR? Vous voyez que je sors, si vous voulez, un peu de mon domaine à moi-même, si vous voulez, de ma chasse gardée. Et c'est là où j'engage la conversation, justement, avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, avec l'AG de l'ANR, pour voir, écoutez, voici ce qui remonte, comment est-ce qu'on peut trouver une solution. Donc, nous sommes dans cette logique là justement de confronter, si vous voulez, ce qui était prévu à la réalité du terrain et de dire, écoutez, le chef nous a donné l'instruction, le passeport coûte $75. Nous ne voulons pas qu'il y ait des interférences quelconques. Il y a $1 de plus justement de dépensé par tout à fait. Un citoyen congolais. Mais nous observons qu'il y a quand même parfois des dérapages. Comment est-ce que nous pouvons verrouiller cela? Parce qu'à la fin, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de mettre en place des procédures qui verrouillent et qui empêchent cette interférence humaine, malheureusement, qui est un peu le résultat de certaines mauvaises pratiques que nous avons dans différents segments, si vous voulez. Madame la ministre d'État aux Affaires étrangères, après l'ANR, place à la capture, selon la présentation que vous avez faite ici. Et aujourd'hui, le problème, c'est au niveau de la capture. Les premiers à avoir obtenu ce nouveau passeport, j'en fais partie, ont été très vite pris en charge. Mais depuis, il y a tout le temps des problèmes de connexion. Je suis passé par votre centre qui se trouve, ou le point de capture qui se trouve au centre culturel sur le boulevard Triomphal, avant-hier, mais c'était un monde fou, impatient. Certains qui attendaient depuis des jours, qui ont été appelés, mais qui n'ont toujours pas été capturés. Il y en a d'autres qu'on appelle aujourd'hui, puis qui doivent revenir demain. Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de la capture? Au niveau de la capture, comme vous le dites, c'est le défi technique. Donc, comme vous le dites, on se rend compte que nos centres sont beaucoup plus sollicités. Et donc que nous devons accroître nos capacités techniques, y compris au niveau de la connexion, mais aussi justement dans une ville comme Kinshasa où beaucoup de nos concitoyens ont dû attendre très longtemps pour les passeports. On se rend compte aussi qu'il y a maintenant une hyper sollicitation, si vous voulez, de ce service, et ça veut dire qu'à notre niveau, nous devons davantage décentraliser l'accès au passeport. Vous devriez vous y attendre, madame. Oui, nous y sommes attendus. Je suis surpris que ça vous surprenne. C'était annoncé au départ, d'ailleurs. C'est pour cela que nous travaillons justement vers l'ouverture de centres supplémentaires. Donc pour l'instant, nous avons le centre ici à Infinity, nous avons le centre à l'INA et le centre VIP au niveau des affaires étrangères, mais nous prévoyons aussi, dans les plus brefs délais, justement, l'ouverture de centres supplémentaires au niveau de Kinshasa, de 1, pour décentraliser le processus, et de 2, aussi pour désengorger le processus et pour permettre justement le traitement beaucoup plus accéléré de ces demandes. Et ces problèmes techniques, comment vous les expliquez ? Alors, les problèmes techniques, encore une fois, je pense que il y a des solutions techniques, c'est ça l'avantage au moins. Ça veut dire que nous devons voir comment accélérer notre connexion, par exemple, comment accroître l'équipement qui a été fourni et avoir un équipement plus performant. Et je pense que ça, c'est quelque chose auquel nous pouvons trouver rapidement des solutions. Le problème, ce n'est pas la capacité d'impression? Non, ce n'est pas la capacité d'impression. Si justement vous avez un engouement pour la capture, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème d'impression. Là, c'est l'engouement pour la capture. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à retirer leur passeport malgré le temps on va y arriver, présent. Arrêtons-nous d'abord au niveau de la capture. Parce que le problème se pose là, avant d'évoquer l'impression. C'est beaucoup de soucis de connexion. C'est ce qu'on dit. Connexion zatée. Il y en a qui attendent des jours pour que la connexion soit rétablie. Qu'est-ce qui se passe?
Donc justement, comme vous le dites, il y a soit des soucis de connexion, soit des soucis d'électricité, et donc des ruptures qui veulent dire que justement la capture devient de plus en plus difficile et on accumule, si vous voulez, des personnes qui attendent. Et comment vous les résolvez ? Justement, donc voir comment nous pouvons augmenter nos débits en termes de connectivité ou de connexion Internet, et aussi mieux identifier quels sont les problèmes spécifiques au niveau des centres. Donc voir avec les chefs de centre quels sont les problèmes particulier. Pourquoi est-ce qu'il y a justement des problèmes de connexion? Est-ce que c'est un problème d'électricité? Est-ce que cela veut dire que nous devons doter nos centres de groupes encore plus performants? Parce que justement, nous avons des groupes comme backup, mais peut-être que cela ne suffit pas. Et c'est justement dans cette logique-là qu'on doit voir comment on accroît Madame la ministre, la capacité. Ce sont des problèmes que vous avez déjà pris en charge, ou ce sont des problèmes qu'on vous expose et vous êtes en train d'examiner comment les prendre en charge? Ce sont des problèmes que nous identifions au fur et à mesure et auxquels nous trouvons des solutions au fur et à mesure. Tel que là. Parce que comme vous l'avez dit vous-même, au début, la capture se passait sans problème quelconque. Donc vous voyez, avec l'afflux justement, on se rend compte que ce qui a été prévu n'était pas à la hauteur. Et donc c'est pour cela que, encore une fois, on n'était peut-être pas conscient de ces défis-là, mais une fois la machine lancée et une fois vraiment la machine sollicitée, on se rend compte qu'il faut augmenter certaines choses et nous essayons le plus vite possible d'y trouver, d'y remédier et d'y trouver des solutions. On évolue à tâtons. La phase préparatoire a posé problème. On s'attendait à ce qu'il y ait un engouement, on s'attendait à ce qu'il y ait tous ces défis-là à relever. J'ai évoqué cela dans mon introduction, des défis au niveau du ministère des Affaires étrangères pour que la machine soit fluidifiée, pour éviter les maux du passé. J'ai l'impression qu'on n'a pas anticipé, que vous n'avez pas anticipé tous ces problèmes et que vous êtes en train de les résoudre au fur et à mesure qu'ils sont posés. Parce que parfois on ne peut pas anticiper à une telle envergure. Ça, je le dis en toute transparence. Et encore une fois, quand vous imaginez qu'avant, nous n'avions qu'un seul centre de capture et que maintenant nous en avons 3 et quand même nous avons une saturation, cela veut dire quand même que la donne a aussi changé, que la sollicitation a changé. Et donc, peut-être que les estimations que nous avions, le point de départ que nous avions était tout un autre comparé à la réalité à laquelle nous faisons face. Je pense que l'essentiel ici, c'est quand même justement d'avoir une posture assez transparente et franche et de reconnaître et d'admettre qu'il y a des défis et d'y trouver des solutions. Parce que l'autre option serait de dire bon, et on reste comme ça et bonne chance à tout le monde et aux uns et aux autres. Donc, je pense que moi, je préfère plutôt mettre l'emphase sur le fait qu'on apprend et on ajuste le plus vite possible et qu'on recalibre. Surtout et que le souci ici, c'est qu'on ne retombe pas sur les mots du passé. Justement. Qui ont un peu détruit l'image du ministère des Affaires étrangères au sujet de la délivrance des passeports. Alors, pour avancer sur cette question, qu'est-ce que vous pouvez passer comme message à tous ces compatriotes qui attendent la capture, qui sont au stade de la capture, qui attendent et qui rencontrent toutes ces difficultés? Vous leur dites quoi pour les rassurer? Je leur dis tout d'abord qu'ils ont ma pleine compassion. Et mon entière compréhension pour leur frustration. Parce que ce sont des citoyens qui ont payé leur argent pour lequel ils ont travaillé, et ils attendent un service, et notre responsabilité en tant que gouvernement, c'est de servir le peuple. Donc pour cela, d'abord, nous présentons nos excuses. Le deuxième point, c'est justement que le ministère des Affaires étrangères est en train de travailler et n'arrête pas de travailler pour trouver des solutions à ces défis. Pour trouver des solutions immédiates, mais aussi des solutions à long terme. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous avons la détermination de faire les choses mieux, d'être au service de la population et, comme vous le dites si bien, pour éviter de retomber dans des mauvaises habitudes. Et donc, ils peuvent être sûrs que nous allons continuer à travailler, mais pour cette question spécifique, nous allons aussi voir au niveau de notre équipe comment, d'ici lundi, nous pouvons réfléchir à une mesure qui nous aide à décanter cette situation rapidement. Parce qu'en fait, la question de la capture, justement, elle se fait à des postes différents. Est-ce qu'il s'agit peut-être d'ouvrir les centres un peu plus tôt, de les fermer un peu plus tard? Est-ce qu'il s'agit d'avoir... multiplier des centres de multiplier les centres, ce qui ne se fait malheureusement pas aussi vite que possible, mais on peut accélérer la procédure. Qu'est-ce que nous pouvons faire rapidement pour
désengorger la situation. Parce que pour nous, ce n'est pas avantageux du tout non plus. Le plus nous avons des attentes, le plus justement le tout prend du temps et nous accumulons, si vous voulez, un retard. Donc c'est aussi dans notre propre intérêt, en tant que ministère des Affaires étrangères, de décanter cette situation le plus vite possible. Voilà, je pense que nos compatriotes, on va le dire comme ça, ont la réponse de la ministre Thérèse Kaikwamba-Wagner au sujet de la capture, que beaucoup d'entre eux attendent. On en est maintenant à l'étape. La prochaine étape, c'est l'impression du passeport. Tout à fait. Trésor Kiyombo. Voilà, la question était celle de savoir quelle est la capacité des productions d'une machine par jour. À combien des passeports imprimez-vous par jour? Alors, nous pouvons atteindre une capacité de passeport de 3000 par jour, si je ne me trompe pas. 3000 passeports peuvent être imprimés par jour. Ce n'est pas encore le cas. Avec le dispositif actuel que nous sommes déjà en train de renforcer. Donc, ça veut dire que nous sommes déjà en train d'acheminer des imprimantes supplémentaires pour permettre d'avoir une plus grande capacité. Parce que justement, beaucoup ont évoqué la qualité de ces imprimantes professionnelles qui sont attendues par rapport à l'ancien opérateur. Oui, parce que le vrai problème avec l'ancien opérateur, c'était ça, des imprimantes qui tombaient en panne et des gens attendaient longtemps. On a des garanties, donc que les machines que nous utilisons actuellement ne connaîtront pas les mêmes problèmes. Le prise en charge, si le problème arrivait, serait rapide. La prise en charge serait rapide. Déjà, nous avons un contingent plus grand en termes d'imprimantes. Ça veut dire que s'il y en a une par malheur ou par mégarde qui tombe en panne, nous avons quand même un dispositif qui nous permet de pallier justement au fait qu'une imprimante est peut-être désactivée. Mais en même temps, le suivi, l'appui technique, la maintenance de tout cet équipement fait partie intégrale aussi de notre contrat avec le prestataire. Et donc, nous avons tout intérêt justement à exiger aussi une qualité, une bonne qualité en termes des imprimantes et du matériel qui est livré, mais aussi la capacité de répondre et de trouver des solutions le plus vite possible quand il y a des problèmes. Madame la ministre d'État, je voudrais vous prendre au mot. Vous dites, nous sommes en mesure de produire 3000 passeports le jour. Nous sommes en mesure ou nous produisons 3000 passeports par jour? Bon, je devrais vérifier les statistiques hebdomadaires et les statistiques quotidiennes, mais je sais que maintenant, tout cela augmente au fur et à mesure. Encore une fois, c'est toute une machine qui doit être rodée, c'est toute une pratique, si vous voulez, à laquelle aussi on doit s'habituer, mais on peut voir, peut-être que je pourrais fournir des statistiques un peu plus tard. On peut voir comment, pendant les dernières semaines, la production hebdomadaire n'a fait que accroître. Donc, je pense que c'est une tendance positive et c'est une tendance justement qui continue. Pendant que nous évoquons cette question, pour nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent sur YouTube et sur certaines de nos chaînes partenaires, ils voient une illustration, les images du centre de production des passeports, car les équipes de Top Congo sont descendues au ministère des Affaires étrangères pour vérifier tout ce que Madame la ministre d'État est en train de dire. Sinon, politique. Voilà. Nos équipes sont allées vérifier. Trésor Kiyombo. Oui, nous avons effectivement vu les machines. C'était les centres VIP. Les machines étaient en quelque sorte en pause, ou en réinitialisation en quelque sorte. Mais il y a des questions au sujet des requérants en attente. Tout à fait. Nous sommes arrivés aux Affaires étrangères, nous avons vu des lots, des passeports imprimés, on nous a présenté des passeports des requérants, des passeports de l'ancien opérateur. Alors, il avait été annoncé depuis le 5 juin que tous les requérants de l'ancien opérateur devraient obtenir des passeports du nouvel opérateur. Mais ça a pris du temps. Oui. Et devrait être priorisé d'ailleurs, si j'ai bien lu le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Voilà, pourquoi ça a pris autant de temps? Alors, les requérants se sont fait enregistrer et ont fait leur capture dans le système de l'ancien prestataire. Et ce que nous avons eu comme défi, si vous voulez, comme défi technique, était de transférer toutes ces données, y compris justement les empreintes digitales, les photos, et nous assurer qu'elles répondaient aux critères et aux standards de qualité du nouveau prestataire. Donc transférer tout cela dans une nouvelle base de données et justement être en mesure d'imprimer ces passeports-là. Donc c'était tout un exercice, si vous voulez,
technique qui devait se faire avec beaucoup d'experts et beaucoup d'expertise qui va bien au-delà de mes connaissances, connaissances spécifiques dans le domaine. Mais nous avons réussi, ça nous a pris malheureusement plus de temps que nous le voulions. Nous avons réussi à compléter une migration complète en fait, de la totalité des requérants qui avaient déjà fait leur capture. Et donc, nous sommes justement, comme vous avez vu aujourd'hui au Centre aux Affaires étrangères, nous sommes maintenant en train d'imprimer tous ces passeports-là. Donc ça, c'est, si vous voulez, la première catégorie des requérants, ceux qui avaient déjà fait leur capture. Et c'est pour cela qu'on les priorise, parce que les données sont là. Ceux qui avaient fait leur capture avant le 5 juin 2025. Tout à fait. Avec le précédent opérateur. Tout à fait. Ils sont plusieurs dizaines de milliers. Tout à fait. Donc, leurs passeports sont déjà en train d'être imprimés. Et il y avait une deuxième étape, si vous voulez, à franchir. C'était une étape liée aux finances. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait maintenant de payer, si vous voulez, ce qu'on aurait payé à l'ancien prestataire pour ces passeports-là, au nouveau prestataire. On a dit qu'il avait bloqué les données parce que vous ne lui avez pas payé son... Non, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Il s'agissait justement de transférer, si vous voulez. Donc, l'État avait déjà perçu. Et donc, on devait faire justement ce recalibrage-là pour dire, nous avons perçu ces recettes et nous devons payer le nouveau prestataire pour ces passeports. Donc, ces deux étapes-là, une étape technique d'une migration des données biométriques des requérants et aussi justement l'exercice administratif, donc de payer le nouveau prestataire pour ces passeports, ont maintenant été franchis. Et c'était vraiment un travail de longue haleine, mais je peux dire maintenant que nous avons franchi ce cap, ce qui veut dire quoi? Nous entrons pleinement dans une logique d'impression, uniquement d'impression directe de ces passeports qui étaient, si vous voulez, en stand-by. Donc vous rassurez tous nos compatriotes qui attendent leur passeport depuis 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, du fait du changement d'opérateur, que leurs passeports sont en train d'être imprimés. Et nous avons déjà commencé avec un premier lot, si je ne me trompe pas, de 9000 passeports qui ont déjà été imprimés ces derniers jours, ces dernières semaines. Nous avons enregistré beaucoup d'inquiétudes sur le répondeur des Top Congo venant de l'Afrique du Sud en particulier. Et donc justement, c'était aussi un de ces aspects techniques dans la migration des données. On voulait migrer les données de façon à ce qu'on soit en mesure de dire voici le bloc Afrique du Sud. Pourquoi? Pour ne pas imprimer tous les passeports pêle-mêle et ne pas savoir celui-là, il est un requérant d'où. Et donc, c'était aussi un des grands défis. Mais maintenant que nous avons fait tout cet exercice, nous avons migré, si vous voulez, en fonction des centres ou des lieux de capture. Et ça nous donne justement la possibilité d'imprimer le lot Afrique du Sud et de dispatcher directement ce lot-là de manière consolidée au niveau de notre ambassade. Donc les anciens requérants sont exemptés des autres étapes, des nouveautés telles que le numéro NIF. Les anciens requérants qui ont déjà fait leur capture. Parce que eux, on avait déjà toutes les données. Maintenant, la deuxième catégorie, ce sont les anciens requérants qui ont acheté leur formulaire, en attente de la capture. En attente de la capture. Et donc là, je pense que d'ici cette semaine, la semaine qui commence, nous allons publier la procédure justement facilitée et accélérée pour ces requérants-là, pour qu'ils puissent justement procéder le plus vite possible maintenant à la capture. Voilà, on va terminer sur cette question des compatriotes qui attendent depuis des mois, qui ont été pris en charge par l'ancien opérateur. Vous donnez quel délai pour apurer ces arriérés, je vais dire ça comme ça? Vous donnez quel délai pour que tous, on m'apprend qu'ils sont au-delà des 100 000, à travers le monde, je ne sais pas si vous avez les mêmes chiffres, mais vous donnez quel délai pour que le ministère des Affaires étrangères puisse disponibiliser tous ces passeports en attente depuis des mois? Alors, il serait difficile de fixer exactement le délai, mais je pense que c'est une affaire de semaines, pas une affaire de mois. Et encore une fois, nous sommes en train de fournir tous les efforts nécessaires pour accroître notre capacité d'impression au maximum. Encore une fois, maintenant que l'étape technique et l'étape des finances a été franchie, il n'y a rien qui nous empêche, si vous voulez, de faire tourner les machines à 100% pour décanter la situation le plus vite possible, en commençant par ceux qui ont déjà fait leur capture, dont nous avons déjà imprimé 9000 passeports, mais où nous continuons justement. Et donc, pour cela,
nous avons aussi mis en place au niveau des affaires étrangères une cellule, si vous voulez, de crise qui, elle, ne va pas travailler, si vous voulez, selon les heures des fonctionnaires, mais qui va fonctionner bien au-delà de ces heures-là parce que nous sommes conscients de l'urgence. Comment la contacter? Vous avez mis en place un mécanisme pour... Non, en fait, nous ne voulons pas mettre en place de mécanismes qui pourraient créer une interférence parce que là, il s'agit justement d'une impression accélérée. Donc, cette équipe-là travaillera les samedis, les dimanches, elle travaillera jour et nuit pour assurer justement que cette production ait lieu le plus vite possible et sans délai. Thérèse Kaikwamba-Wagner, ministre d'État aux Affaires étrangères, sur le plateau de édition spéciale sur Top Congo FM. Alors parlons de nos compatriotes de la diaspora, Madame la ministre d'État. Trésor Kiyombo a évoqué ceux de l'Afrique du Sud qui appellent souvent, mais il n'y a pas que ceux de ce pays. Nous avons reçu récemment des plaintes des étudiants congolais en Russie. Nous avons reçu des plaintes de nos compatriotes au Canada, aux États-Unis, en France, au Portugal, en Belgique. Qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de ce nouveau processus ou de ces nouveaux passeports pour nos compatriotes de la diaspora? Vous êtes de la diaspora, vous savez à quel point tout à fait ce document est essentiel pour la vie d'un compatriote vivant à l'étranger. Tout à fait. Pour la diaspora, donc, nous avons lancé d'abord les centres de capture au niveau de Kinshasa, c'était le point de départ, mais nous avons aussi justement prévu d'avoir des centres de capture au niveau de nos ambassades respectives, et cela en vague. Donc, je peux déjà vous confirmer que nous avons 23 ambassades où les captures sont opérationnelles. 23, y prise compris... en charge par l'actuel opérateur. Tout à fait. Y compris, je ne vais pas toutes les citer, mais je peux vous dire qu'au niveau du Canada, par exemple, cela fait au moins 2 semaines que la capture est opérationnelle. Capture et délivrance des passeports après? Capture, impression à Kinshasa, délivrance au niveau de l'ambassade. Ok. Et donc, par exemple, au niveau du Canada, c'est le cas. Au niveau de Paris, c'est le cas. Bruxelles, Bucarest, La Haye, bref. Nous avons une première liste, un premier Washington, batch. c'est le cas aussi? Laissez-moi vérifier. Désolé, je ne les ai pas tous en tête. La Russie. Non, Washington, oui, Washington c'est le cas, excusez-moi. Washington c'est le cas. Et donc maintenant, nous avons le deuxième batch, si vous voulez, ou le deuxième groupe, le deuxième lot de nos experts au niveau de nos ambassades qui sont en formation au niveau de la centrale du prestataire. Donc il s'agit encore d'un lot de 23 qui sont en train de clôturer ou qui viennent de clôturer la formation et qui vont donc regagner leurs postes respectifs pour donc amener ce chiffre de 23 ambassades à 46 ambassades. Et ensuite, nous aurons la dernière phase avec les dernières ambassades qui nous restent et donc qui nous permettront justement d'avoir ce service aussi accessible à notre diaspora et non seulement au niveau de Kinshasa ou de certaines provinces. Donc, en conclusion, que nos compatriotes vivant à l'étranger se rassurent. Tout à fait. Que depuis 2 semaines d'abord, 23 ambassades. Plus de 2 semaines. Depuis plus de 2 semaines, 23 ambassades ont déjà commencé, organisent déjà des captures. Tout à fait. Et dans les prochains jours, un nouveau groupe de 23. J'invite aussi évidemment nos compatriotes à consulter nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, X, Facebook ou TikTok, où nous publions justement de manière régulière. Mais si vous me posez la question, je me rends compte qu'on doit le publier peut-être de manière plus régulière, cette information-là. Et communiquer davantage. Et communiquer davantage pour rendre cette information plus accessible. Vous êtes d'accord avec moi qu'au début, on s'attendait à une communication maximale. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça a été vous avez assez matraqué, bien avant le 5 juin, mais par la suite, avec les difficultés qui arrivaient, on n'entendait pas, il n'y avait pas de répondant du côté du ministère. Plus on communique, mieux les gens... plus on clarifie. Et plus on protège aussi les compatriotes, justement, de certains pièges peut-être qui peuvent être érigés ici et là. Donc je prends bonne note de votre recommandation et on va redoubler d'efforts par rapport à la communication, y compris une communication qui cible la diaspora davantage pour rendre ces informations plus disponibles. Mais déjà, entre-temps, d'ici le mois de septembre, déjà là, 23... nous serons à 46 ambassades. Ça sera 46 ambassades. Toutes les missions diplomatiques seront équipées quand?
Donc normalement, le troisième groupe devrait intervenir en septembre, mi-septembre, peut-être fin septembre. Et ça, c'est le dernier groupe, parce que nous avons 72 ambassades ou 72 postes diplomatiques, donc ce ne sont pas tous qui ont des captures. Parfois, on a New York, par exemple, où nous ne faisons pas de capture, mais c'est quand même une mission diplomatique. Mais dans les 70, et donc là, nous sommes déjà à 46, et nous aurons le dernier groupe qui va clôturer le tout. Là-bas, il se pose aussi un problème de délai de délivrance des passeports. On les capture sur place. Les données doivent arriver à Kinshasa. L'impression se fait à Kinshasa avant de dispatcher les passeports à travers les différentes ambassades. Est-ce que le nouveau mécanisme a comprimé les délais par rapport à ce qui se passait avant, des gens qui se faisaient capturer, qui attendaient des semaines, voire des mois pour avoir leur précieux sésame? Alors, nous sommes justement en train de travailler sur comment fluidifier cela. Donc, ne pas attendre, par exemple, qu'on ait un lot, si vous voulez, de 50 passeports pour dire c'est maintenant seulement qu'on les envoie, parce que ça pénalise le premier. C'est l'avantage du 50e qui a fait sa capture. Donc, justement, voir comment avec des prestataires, mais cela n'est pas inclus, si vous voulez, dans ce qui est prévu avec notre contrat de Dermalog. Ce n'est pas une agence, si vous voulez, de courrier. Et donc, la responsabilité incombe maintenant au ministère des Affaires étrangères, et nous nous penchons déjà sur la question, nous nous sommes déjà penchés sur la question de voir comment est-ce qu'on peut avoir un prestataire qui nous facilite rapidement le dispatch de manière périodique de tous les passeports. Que ce soit un lot de 5 ou un lot de 50, nous voulons être en mesure de capaciter aussi nos ambassades, nos postes diplomatiques, et de leur donner les éléments de réponse quand eux font face à nos compatriotes, pour qu'ils puissent dire, écoutez, vous avez fait la capture maintenant, aujourd'hui, et nous espérons que d'ici 10 jours, vous aurez votre passeport. Parce que la plupart de nos ambassades n'ont pas cette réponse. Justement. Et c'est notre responsabilité. Ça n'est pas encore arrivé. Kinshasa ne nous a pas encore répondu. Très souvent, nos compatriotes font face à ce genre de réponses. Qui les mettent davantage dans l'incertitude. Et qui mettent aussi nos ambassades dans l'incertitude. Or que nous voulons avoir des ambassades qui sont pleinement opérationnelles et qui sont en mesure de répondre aux attentes de nos compatriotes. Et donc nous avons, au niveau de la centrale, cette responsabilité-là envers eux, de dire on met des systèmes en place pour que vous puissiez avoir les éléments de réponse. Et c'est pour cela qu'on ne veut pas être dans une logique d'à peu près. Encore une fois, on estime. Et on se dit, bon, on a atteint un tel chiffre, et c'est pour cela qu'on les envoie. On veut avoir de la périodicité, on veut avoir de la prévisibilité, et on veut permettre à nos ambassades de donner des réponses à nos compatriotes. Vous êtes encore au stade de vouloir, madame? Vouloir, c'est pouvoir. Pourtant, on vous dit pragmatique. Moi, j'aurais voulu vous entendre dire, nous faisons en sorte que, plutôt que nous voulons que les délais soient. Ça, ce n'est qu'un souhait. Et quand un politique vous dit, nous voulons que... Ça peut paraître comme... Alors, je prends bonne note. Peut-être que je devrais recadrer ma rhétorique. Mais vous savez, je suis pragmatique, c'est vrai. Mais dans mon pragmatisme, je préfère être prudente, et je préfère justement être transparente. Merci. Donc, vous aurez rarement de ma part une confirmation sans pour autant que j'ai la preuve. Et c'est pour cela que quand je vous dis que nous voulons, quand je vous dis que nous travaillons vers quelque chose, je le dis en toute transparence, je l'assume, nous sommes en train de travailler. J'espère que la diaspora congolaise à travers le monde est rassurée, mais elle le sera davantage lorsque tout ce que vous avez promis se matérialisera. Tout à fait. On a quitté le Congo pour l'étranger, mais on va revenir au Congo pour terminer cette édition spéciale. Excusez-nous de vous prendre plus de temps, parce que il y a une information importante à signaler. Le Congo, ce n'est pas que Kinshasa. Tout à fait. Le Congo, c'est aussi les autres provinces. Et récemment, le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué pour annoncer l'ouverture des points de capture à Mbuji-Mayi, Kolwezi, Lubumbashi, si j'ai oublié certains... Kindu, Bunia et Kisangani. Bunia et Kisangani. Ça fait déjà 6. Ouais. Est-ce que ces centres, d'abord, sont opérationnels? Et puis, pourquoi seulement 6 alors qu'on a 26 provinces? Alors, 6, d'abord, encore une fois, c'est la même logique que dans le cadre des ambassades. Donc, nous procédons de manière séquencée. Donc, 6, c'est la première séquence. Je peux aussi vous dire que le prochain lancement se fera aussi dans un groupe de 6. Ça veut dire Kananga, Iziro, Matadi, Kalemi, Kamina et Bukavu. Ou plutôt, Bukavu, on est en train de trouver une solution. Donc, ça veut dire que en fait, nous sommes en train de
prendre possession des anciens centres de capture, qui sont donc réaménagés et qui vont servir encore une fois à la capture comme c'était le cas par le passé. Donc, ce que nous sommes en train de faire et ce qui est peut-être parfois plus facile dans certains centres, c'est justement de les relancer parce que les infrastructures sont encore à la hauteur, etc. Et pour les provinces, justement, puisque nous en avons bien plus que 12, pour les autres provinces, nous devons aussi, de manière graduelle, voir comment nous pouvons installer des centres. Mais nous sommes dans une logique où nous bâtissons d'abord sur ce qui avait été fait par le passé, et donc nous nous assurons que les infrastructures sont encore à la hauteur, nous formons le personnel qui va animer ces centres, et nous déployons ce personnel. Alors, un dernier mot. Je voudrais que vous puissiez le placer en langue nationale. Beaucoup disent que Maman Wagner a l'Obalinga la thé. Abundaka, Amekaka. Au moins, Amekaka. Alors, Maman Thérèse Kaikwamba, tu sali émission Mobimba pour nous relobela l'Ixolo ya passeport. Document ya motuya pour na bana mboka nyonso. Ezala bavandi na mboka, ezala bavandi libanda. Outo le 5 juin, gouvernement alobi na bimisi passeport ya sika. Bosomba yango na talo mokie, $75. Président alobaki on a conseil des ministres et moko, ezala ki 99 comme 75. Sécurité, eza garantie et puis ils ont remplir ba normes internationales, les passeport biométrique. Mais na terrain, depuis le 5 juin, ba kokoso est commis ebele. Au risque ya lobisa batuke, opérateur a changé, mais bizarre les changer dans côté. Komika faut laisser, il faut boy. Merci ndengoye na Top Congo pour ça ba éclaircissement. Au lobby on a français, mais na lingala, to retenir nini par rapport à ba difficulté, to retenir nini par rapport à bateau yo basi ba captura ki banda kala, banda ba sanza ebele. Bazaï kozela, to retenir nini pona bandeko ya diaspora. Alors, tout d'abord, pona bandeko bazozela. D'abord, na bandana bango, parce que na yebi que frustration et leki, bazozela tango ebele, mais na lina yebi sa bango, solution y a ba problème tozala ki nango et monani. Donc, neti ndenge solution ici et monani, nazo senga bango, moi patience, parce que si ko tozo kota na phase, y a mise en œuvre. Donc, impression, il y a ba passeport, il y a ba tout. Oyo bazale qui cause là. Capture, il y a bangopé et kosalama rapidement. Dans les prochaines semaines. Et ozala, priorité pour Nabiso. Banamboka na libanda, na diaspora Nabiso, na sina lobby yango. Tozo salango na bavag. Tobandi na ambassade 23. Je suis désolé, les chiffres en lingala. Comprenez mon émotion. Mais, aussi Tobandi na groupe ya 23. Bruxelles, Paris, Canada, Washington. 23 ambassades. Déjà, babandi au sal, ça va capturer. Justement. Toko continuer dans 23, groupe ya 23. Na prochaine semaine bako bandape ba capture. Tout ça n'est une église place au kokité na français ngana osungo comme interprète na lingala. Donc 23 déjà ça va. Justement. 23 musu sezo bakisa. Justement. Na soukapé to aussi les ambassades nyoso. To na ambassade 72. Donc na septembre objectif na biso eza vraiment ba ambassade nyoso baza na capacité ya kosala capture. Et rassurer bande kwa diaspora que pasteur par rapport à justement parce que objectif na bisopé ezako ko installer système il y a envoi il y a passeport ezala bi hebdomadaire donc aux éli sans ami balé passeport nyoso yé ezala na Bruxelles ezala na Paris comme ça attente ezala moulaï li sous-souté voilà et pour na ba difficulté aux a rencontré ça au lobani na bandeko balandi. En tout cas, naïbi que eza pas si pour na biso nyonso. Pourquoi? Parce que eza système yasika. Donc nazo sengapé banamboka bazala na moi patience na biso, mais bangope basala procédure nenge et sengeli. Donc si vous avez des problèmes, mutumoko asali sabino, mais kopé sambongo te, kokende pas commissionnaire te, kokende pas intermédiaire te, ça la procédure na yo na kimia na transparence. Mais biso pe toza na musala, biso na ministère des Affaires étrangères, musala na biso eza kokita na ba centre, kokita na ba na ministère des Affaires étrangères,
tout n'a pas batou problème ezanini et tout mon a ba solution. Le ministère intérieur paie pour un problème. Justement. Donc pour justement ba problème wana nyoso tozo yoka et si là. Merci beaucoup. Batu bakanga iguta pour ministre balingala te bo échouer parce que alobi lingala et puis alobi alobi madame. Tant soit les Christian nous Merci, j'ai vu des gens très stressés tant on a toutes les questions dans lingala. Merci infiniment. Merci à vous. Madame la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner, merci d'avoir accepté de vous soumettre à cet exercice de redevabilité. On a parlé délivrance du nouveau passeport congolais. On espère vous avoir sur ce même plateau pour évoquer d'autres questions liées au secteur que vous gérez au nom de la République. Mais en tout cas, nous avons fait le tour, je l'espère, de cette question, de cette épineuse question du passeport. Grand merci à vous de nous avoir suivis. L'édition spéciale se termine ici. Prochain rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci à Trésor Kiyombo qui m'a accompagné et aux équipes techniques à la régie. Merci également. Grand merci aux équipes de la ministre d'État aux Affaires étrangères qui nous ont facilité le tournage de cette émission, qui ont été très très professionnelles et surtout très réactives. On se retrouve donc très prochainement